Une femme à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, un événement en soi qui fut salué il y a 4 ans. Aujourd'hui, Michaël Jean, qui veut briguer un second mandat, a presque perdu tous ses soutiens. Que reste-t-il de l'enthousiasme de Michaël Jean? Ébauche de bilan sous forme de décryptage alors que face à elle, une autre femme, Louise Mouchi-Kiwabo, postule à la tête de l'OIF. Et pour cause d'excédent, le gouvernement encourage l'exportation du maïs dont la production dépasse les besoins de la population. À travers un communiqué conjoint, le ministre de l'Agriculture et de l'Industrie invite les forces de sécurité, les agents de douane et tout autre corps de contrôle à faciliter la sortie du maïs au niveau des frontières. Ce sera au menu du dossier de la semaine. Bonjour et bienvenue dans votre émission dominicale Week Echo, l'émission consacrée à l'analyse et au décryptage de l'actualité socio-économique du Bénin. Sans plus tarder, place au mini-journal présenté par Amandine Agnabossou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mini-journal. Un nouveau souffle sur l'économie béninoise. Les administrations fiscales, des impôts et des douanes ouvrent leurs portes aux scientifiques et aux universitaires pour réfléchir sur la santé des recettes publiques. Une assise a réuni à Cotonou du 4 au 5 octobre dernier les acteurs du tissu économique. Les débats ont pris fin vendredi sur de bonnes perspectives pour faire d'ici à l'horizon 2021 des régies, des impôts et des douanes béninoises, des administrations performantes et modernes au service des usagers. Les précisions avec Patrick Adjagbodjou. Les recettes publiques en débat. Cette thématique traduit la volonté des universitaires et des administrations des impôts d'opter pour une nouvelle méthode de mobilisation des ressources financières face à la dématérialisation de l'économie. Pour y parvenir, il faut fiscaliser l'informel, élargir l'assiette de l'impôt et informatiser les régies de mobilisation des recettes publiques. Nous sommes de plus en plus dans une situation où les aides des partenaires techniques et financiers ne viennent plus et nous sommes également dans une phase de la dématérialisation de l'activité économique et qui constitue autant d'éléments qui amenuisent au fait les ressources de l'État. L'État a des dépenses, il faut les couvrir, donc il faut aller chercher. Le Bénin a un budget essentiellement fiscal, avec une contribution importante de la fiscalité de porte. Ici, des voix s'accordent sur la nécessité de mobiliser dans la transparence plus de ressources intérieures pour les grands projets de développement. Toutes les réformes que l'on peut engager ne pourront porter en réalité leurs fruits que dans une certaine mesure où on pourrait voir une réelle transparence également dans la gestion de la chose publique. Parce que sans cela, il va avoir un soupçon qui va peser lourd sur ceux qui sont appelés à manier les deniers publics et qui créera de l'autre côté, chez le contribuable, une réticence à payer son impôt. Donc il faut une certaine transparence, une certaine convivialité entre les deux pôles, ceux qui prélèvent les impôts et ceux qui sont assujettis aux impôts. Une transparence que la Direction générale des impôts entend davantage matérialiser d'ici 2019 dans ses relations avec les moyennes entreprises. Avec nos process de dématérialisation, nous avons ce qu'on appelle le compte d'impôt. Le compte d'impôt, c'est important de le souligner, c'est un outil à la disposition des grandes entreprises aujourd'hui. L'année prochaine, ça va s'étendre aux moyennes entreprises. C'est un outil qui permet à chaque entreprise, à chaque structure de se connecter directement en ligne et d'avoir sa situation sans consulter un agent des impôts. L'administration des douanes et des droits indirects est l'une des forces de l'économie nationale. Ces performances réalisées au profit des recettes publiques ont été dévoilées au cours de ces assises
En 2012, nous avons engrangé 324 milliards de francs CFA. 2013, 375 milliards de francs CFA. 2014, 350 milliards de francs CFA. 2015, 360 milliards de francs CFA. 2016, 303 milliards de francs CFA. L'année 2017, nous avons mobilisé 325 milliards de francs CFA. Au titre des 9 premiers mois de l'année 2018, de l'année en cours, nous avons déjà un accroissement de plus de 40 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'année précédente. Je puis vous dire que l'administration des douanes reste convaincue que les objectifs qui sont fixés à l'administration des douanes dans le cadre de la dématérialisation des procédures de douanement seront atteints. Aider l'État à mobiliser plus de recettes publiques, une priorité pour les scientifiques et les acteurs des administrations fiscales. Est résolument engagé dans la lutte contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et face aux conséquences qui peuvent être engendrées sur la population. En cas de survenue, les services de l'Agence nationale de la protection civile et les services d'urgence préparent les réponses opérationnelles. Les détails avec Simon Villon et Ulvaeus Balogun. Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques NRBC constituent aujourd'hui une menace élevée pour la population. Ils résultent principalement de l'emploi d'armes toxiques, d'accidents industriels, de catastrophes naturelles ou environnementales ou de pandémies virales naturelles. Face à cette réalité, le Bénin réagit aussi bien sur le volet réglementaire que sur le volet opérationnel. Par la loi 2017-29 du 15 mars 2018, le Bénin a décidé donc de renforcer le cadre juridique de protection en matière donc de sécurité nucléaire, en matière donc de sûreté radiologique. Nous sommes dans une époque nouvelle où c'est la prévention qui prime sur la réponse. Nous n'allons pas attendre que ces risques se produisent avant de réagir. Les risques, ils sont là. Nous les connaissons mal. En fait, c'est un genre de risque que je pourrais qualifier d'invisible, qu'on ne voit pas. Ces risques-là ne sont pas comme des risques d'inondation où l'on voit qu'il y a de l'eau et que tout le monde est dans l'eau, ou des risques d'incendie où on voit le feu. C'est des risques invisibles mais qui font mal, qui sont très sévères. Pour y faire face, il est important d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant l'identification des risques pour anticiper et faire face à des situations de menace. Dès lors que le cadre juridique est renforcé, nous devons, en tant qu'organe chargé de la coordination de la gestion des crises et catastrophes, nous devons penser à renforcer le cadre opérationnel. Il y a la Croix-Rouge, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère du cadre de vie, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup d'autres acteurs civils que nous avons invités pour essayer de leur faire comprendre ce que c'est que le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Parler donc des risques NRBC, c'est refuser toute peur irrationnelle en mettant un nom sur chacun des dangers, en les identifiant avec précision, en évaluant leur probabilité de survenue et en apprenant à s'en protéger. La probabilité que ces risques proviennent est faible, mais les conséquences sont dramatiques quand ils surviennent. Donc se préparer à ces risques, elle est primordiale et indispensable. Parce que quand le risque arrive, on ne peut rien faire. Si on ne le connaît pas, on ne peut rien faire. Il faut toujours connaître le risque, bien le connaître pour pouvoir le circonscrire. On va donner la base pour qu'il y ait d'autres formations plus évoluées que celle-là, mais au moins c'est de sensibiliser surtout les formateurs pour eux-mêmes pouvoir donner l'information à agents ou d'autres officiers. À l'heure de la mondialisation, le risque NRBC revêt des formes variées et peut frapper sans prévenir. D'où l'importance de former, de sensibiliser et de se préparer afin de réagir de la meilleure façon. Le mois d'octobre est dédié à l'habitat au Bénin. L'objectif est de faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Ils sont nombreux, ces Béninois, à vivre encore dans des habitations précaires. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peuvent-ils espérer de leur gouvernants? Réponse avec Masbil Akodien Lossi et Louis Koudogbo.
L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Merci pour votre aimable attention. Wikeko se poursuit. Restez avec nous. Merci à vous, Amandine Agnamboussou. À la suite du mini-journal, place à présent à la revue de presse. Gloria Oni a feuilleté pour nous les quotidiens et a relevé les faits économiques majeurs de cette semaine. Suivons ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à l'actualité économique de cette semaine. Démarrons par cette nouvelle universitaire. La presse du jour mentionne à sa une année académique universitaire 2018-2019, le gouvernement prend des mesures plus souples. On peut lire dans les colonnes du journal que les droits d'inscription dans les universités publiques du Bénin demeurent gratuits. Il n'y a ni retour des frais d'inscription, ni augmentation des frais de formation dans les universités nationales du Bénin. Le progrès renchérit, paiement des frais d'inscription et de formation dans les universités publiques. Le gouvernement met fin à la polémique. Le gouvernement s'inscrit dans la perspective de garantir l'accès à l'enseignement supérieur à tous. Le fonctionnement des universités ne va pas souffrir du manque de moyens. Les subventions seront accordées aux universités nationales dans les mêmes conditions que l'année précédente. Le même journal précise que la mise en place d'une plateforme informatique de gestion des allocations universitaires et leur bancarisation au fin d'assurer la célérité dans leur traitement et le paiement à bonne date aux étudiants est devenue une réalité depuis la rentrée académique 2016-2017. Une réforme importante a consisté en la prise du décret numéro 2017-155 de mars 2017 pour une amélioration remarquable des pratiques alors en cours. Pendant ce temps, dans les départements du Borgou et de la Liborie, certains élèves sont livrés à eux-mêmes. L'économiste rapporte
Borgou et Alibori manquent d'enseignants dans les écoles et collèges. À la page 11 du journal, on peut lire « 3 semaines après la rentrée, c'est la désolation totale dans les rangs des parents d'élèves et autres acteurs du système éducatif à la base. Sur les 36 semaines que compte une année scolaire, 3 se sont déjà écoulées sans qu'une grande partie d'écoliers n'ait reçu aucune notion d'enseignement dans plusieurs écoles et collèges du pays. L'économiste revient aussi évoquer le financement de petites et moyennes entreprises. La Banque islamique du développement promet injecter plus de 560 milliards de francs CFA en fin 2019. La BID ambitionne appuyer le développement des PME de l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau programme sera d'abord introduit au Burkina Faso et au Sénégal avant d'être progressivement déployé au Bénin et dans les autres pays. En effet, la mise en œuvre du projet sera basée sur 2 outils importants, à savoir le renforcement des capacités des institutions financières, partenaires et des PME, le soutien dans les procédures d'acquisition de prêts. Le même journal nous informe qu'il y a un nouveau accord entre l'Union européenne et le Bénin. Et met en manchette « Coopération, un nouveau partenariat entre l'Union européenne et le Bénin ». Le nouveau partenariat avec l'Afrique sera fondé sur un nouveau paradigme équitable, une relation plus politique intercontinentale avec pour objectif de créer des investisseurs et des emplois soutenables. L'organisation envisage de mettre en place un partenariat plus politique centré sur des intérêts communs. Pour ce faire, l'Union européenne souhaite se tourner vers une approche axée sur l'appui au secteur privé. Il s'agit des domaines de l'énergie et de l'agriculture, du développement urbain et plus généralement des PME et du microcrédit. Le gouvernement, dans la dynamique du développement par la création d'emplois, a autorisé plus de 10 entreprises à s'installer au Bénin. Fraternité titre, une dizaine d'entreprises autorisées à s'installer, des emplois en perspective. Des agréments aux divers régimes du Code des investisseurs accordés à près d'une dizaine d'entreprises pour des projets innovants. De l'agroalimentaire à la pétrochimie en passant par l'énergie, les unités industrielles vont couvrir une large partie du territoire national. Il s'agit de la production d'huile à moteur, de farine de blé, de câbles électriques en moyenne et en basse tension dans la zone industrielle à Sémekpodi. Construction et exploitation d'une usine de transformation de noix d'anacarde à Dougou. Restons avec la production vivrière, en l'occurrence le maïs, qui vient d'inonder le marché et peut désormais être exporté. Fraternité titre, abondance de la production de maïs, les instructions du gouvernement pour la facilitation de l'exportation. On peut lire dans le quotidien que la production agricole s'est accrue ces dernières années du fait de la disponibilité de nouveaux facteurs de production. De 1 200 000 tonnes de maïs il y a 2 ans, nous sommes arrivés à 1 600 000 tonnes. Et les perspectives sont encore très bonnes pour la campagne en cours, a laissé entendre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il poursuit et fait comprendre qu'en ce moment, nous ne devons pas empêcher la sortie de ces produits. Dans le même registre, la priorité titre « Campagne agricole » après le miracle coton, le maïs. Au regard de l'état des lieux, de la production céréalière au cours de la dernière saison agricole faite par l'autorité de tutelle, le Bénin serait en surproduction, d'où la nécessité d'exporter les excédents. L'autre vision en parle également en manchette. Production céréalière pour la campagne 2017-2018. Le gouvernement Talon repositionne la filière maïs. Par ailleurs, afin de garantir l'exportation de ce produit vivrier, le ministre du Commerce a exhorté particulièrement les forces de l'ordre à faciliter la libre circulation du maïs, quelles que soient les voies empruntées. À cet effet, il est demandé aux forces de sécurité publique, aux agents de douane et à tout autre corps de contrôle de faciliter la sortie du maïs au niveau des frontières. Fermons cette revue par une nouvelle culturelle, notamment la nomination de Dimon Oussou.
L'économiste titre Afrima Award 2018. Dimon Oussou, le seul béninois sur la liste. L'acteur, réalisateur mannequin américain d'origine béninoise est celui qui a pu honorer le Bénin aux Afrima Awards 2018. En effet, il a reçu le prix de l'excellence lors de la 5e édition des Afrima. Fin de cette revue économique. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. Merci à vous, Gloria Oni, pour cette revue de presse très fournie. Vous êtes bien sûr Week Echo, l'émission qui analyse et décortique l'actualité socio-économique de la semaine. Et parlant d'actualité de la semaine, c'était le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie tenu à Erevan en Arménie. Occasion pour les chefs d'État de choisir celle qui prendra la présidence de l'institution. Elle a un bilan jugé globalement positif, notamment s'agissant des questions de l'égalité femmes-hommes, de l'éducation et de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et pourtant, elle est mise à l'écart, remplacée par Louise Mouchi-Kiwabo. Pour en parler ce matin avec moi sur le plateau, je reçois Gédéon Vegba. Il est journaliste, analyste politique et économique. Gédéon, bonjour. Bonjour, Yvaïs Balogun. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Très bien. Alors, en face de Gédéon, nous avons Élisée Héribert Label Adjovi. Il est journaliste, internationaliste et écrivain. Héribert, bonjour. Bonjour, Ulvaeus Balogun, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, comment allez-vous? Ben, je me porte bien. Alors, je le disais, elle a été remplacée, Michaël Jean, par Louise Mouchi-Kiwabo. Problème de gouvernance qui entache son bilan ou son égestion est due à quoi? Gédéon, dites-nous, son égestion de l'OIF, Michaël Jean, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'elle soit ainsi éjetée, remplacée par la Rwandaise? Non, je crois que vous l'avez si bien dit, elle n'a pas démérité, mais Michaël Jean a été sacrifié sur l'autel du jeu diplomatique. Et ce n'est pas autre chose. Et les enjeux diplomatiques d'aujourd'hui, elle n'est pas au cœur de ces enjeux. Du moins, c'est la lecture que j'en fais de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu plus d'enjeux pour les pays, ou du moins la métropole, la France. Et au cœur de ces enjeux, Michaël Jean ne constitue pas la personne indiquée pour conduire ces enjeux. Alors, vous êtes d'accord avec Gédéon quand il parle d'enjeux que Michaël Jean ne maîtriserait pas? En tout cas, vous savez très bien que la francophonie, c'est d'abord la France. Même si on a aujourd'hui, avant ce sommet, 84 pays, on en a 88. Il faut savoir que c'est les intérêts géostratégiques de la France qui sont mis à l'avant. Et que dans ce cadre, justement, avec le président Emmanuel Macron, comme le dirait quelqu'un de l'Élysée, Emmanuel Macron aime séduire, mais il n'aime pas qu'on le séduise. Et que Michaël Jean, dans ce sens-là, voulait faire le contraire. C'est pour dire que par rapport aux intérêts aujourd'hui français en Afrique, il fallait que ce soit une Africaine, un Africain ou une Africaine. On avait deux candidats féminins, donc on avait deux candidates. Mais la France préfère aujourd'hui que ce soit une candidate africaine en bonne et due forme. Pourquoi? Et là encore, je vais citer un collaborateur d'Emmanuel Macron qui a requis l'anonymat et qui disait qu'aujourd'hui, même si ça paraît cynique, la France, l'avenir de la France, c'est avec les chefs d'État africains. Alors, mais il se pose quand même un problème. Si la France tient les rênes ainsi de la francophonie, pourquoi le Canada et le Québec se sont ralliés au consensus? Ah, mais il ne faut pas oublier, c'est vrai que le Canada est le deuxième plus grand contributeur de la francophonie, mais que par rapport aux enjeux, c'était très important, puisque vous savez, le Rwanda, il ne faut pas oublier que le président Paul Kagame est président en exercice de l'Union africaine, et que donc les 29 pays africains impliqués dans l'Union africaine et qui sont de la francophonie, donc ont donné quitus à la candidate rwandaise Louise Mouchi-Kiwabo, et que donc la Gambie y est maintenant, ça fait 30, et la France a soutenu également
la candidate rwandaise, sans oublier la Belgique également. Donc les jeux étaient déjà faits. Et il ne faut pas oublier que celle dont on parle est quand même ministre des Affaires étrangères du Rwanda depuis 2009, donc depuis 9 ans. Et elle a joué un rôle très important pour le repositionnement du Rwanda, notamment sur le continent en matière de leadership. Et on a beaucoup de pays aujourd'hui, le Bénin, le Gabon, on a également le Maroc, on a aussi d'autres pays sur le continent, la Guinée, le Sénégal, le Tchad, qui soutiennent le Rwanda. Et aujourd'hui, sur la scène internationale, le Rwanda est en train de véritablement se repositionner. Et donc, choisir le Rwanda, il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour de ça. Alors, avant d'en arriver aux enjeux, justement, l'Afrique et la francophonie, Gédéon, c'est un mariage qui dure depuis des années. Que gagne l'Afrique de ce partenariat? Non, c'est d'une évidence que l'Afrique est l'épicentre de la francophonie aujourd'hui, c'est pas autre chose. Si vous faites plutôt le point des populations, des peuples qui parlent le français, l'Afrique constitue le maillon principal de cette communauté francophone. Donc, je pense que ne pas mettre l'Afrique au cœur de la francophonie, c'est perdre la francophonie carrément. Et puis, là, si vous faites un peu un tour en arrière, vous allez constater qu'il n'y a que la parenthèse de Michaël Jean, sinon le premier secrétaire général de la francophonie, c'est Boutros Ghali. Oui. On a eu l'ancien président Abdou Diouf, et puis Michaël Jean. Donc Michaël Jean n'a été qu'une parenthèse. Donc tout le temps, on peut dire, sur les 4 secrétaires généraux qu'on a eu à la tête de la francophonie, on n'a que Michaël Jean qui est canadienne d'origine. Donc c'est pour dire que l'Afrique constitue un maillon principal pour la France. Et pour cause, vous l'avez si bien dit aujourd'hui, et comme j'ai commencé par le dire à l'entame, les enjeux de la francophonie aujourd'hui sont en Afrique. On parle d'éducation, on parle de jeunesse. L'autre parlerait de la lutte contre l'obscurantisme. Donc je pense que tout ça constitue des éléments qui poussent la France aujourd'hui à mettre l'Afrique au cœur de... Autrement dit, le choix porté sur Louise Mushikiwabo, c'est parce qu'elle est africaine. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un choix anodin. Elle est africaine et puis elle est aussi, comment je vais dire, la réponse à ce que la France voulait. Qu'est-ce que la France voulait? Non, j'ai suivi le président français hier sur France 24, sur une chaîne française, qui disait que lui, il a souhaité que ce soit un candidat du consensus en Afrique d'abord, porté par l'Afrique, par l'Union africaine notamment, ce qui a été fait. Je crois que la diplomatie rwandaise aujourd'hui impacte de plus en plus le monde entier. Vous allez voir, lorsque le président Kagame, j'ouvre une parenthèse bien sûr, avait voulu positionner Donald Kaberuka à la BAD, ça a été fait sans aucun problème. C'est dit que c'est une diplomatie qui travaille dans l'ombre et qui est très efficace. Et même chose pour Louise Mushikiwabo. Elle a dit dans son discours introductif, elle a fait le tour du monde pour sa candidature. Oui. Donc c'est dit qu'elle a eu le temps de préparer son élection. Ou sa nomination, entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Donc ça ne se fait pas au hasard. On n'attend pas les dernières heures ou les derniers jours pour commencer par courir pour des candidats. Ça se prépare. Donc on l'a préparé pour le poste. Elle a été préparée, vous l'avez dit, elle a été ministre des Affaires étrangères pendant 9 ans. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages diplomatiques du monde entier. Alors elle a eu le temps de préparer sa candidature. Mais pourtant, le Rwanda, c'est quand même un pays qui... met le français au second plan aujourd'hui. Le français ne fait pas partie carrément des langues les plus parlées au Rwanda. Et même les relations entre le Rwanda et la France posent problème aujourd'hui. Et donc, son choix est contesté sur le plan international. Son choix paraît être contesté, mais ce n'est pas vraiment contesté parce que, comme je vous l'ai dit, elle a été nominée par consensus pratiquement à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au fait, c'est un atout pour la France aujourd'hui parce que on sait qu'il y a eu brouille pendant des années entre la France. Il y a toujours brouille jusqu'à maintenant. Maintenant, la France ne peut pas rester comme ça, sans rien faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que c'est des pas qui se font pour qu'il y ait une reprise de la coopération entre le Rwanda et la France. Mais au-delà de ça, au-delà de cette reprise de coopération, c'est la nouvelle image que la France veut
renvoyer sur le continent. La nouvelle image. La France veut se faire passer aujourd'hui comme un pays qui n'est plus dans l'ingérence, qui n'est plus forcément dans les affaires internes des pays, qui ne s'implique pas, qui ne dicte pas la loi, qui ne joue pas au maître. Comme par le passé. Comme par le passé. Donc c'est une nouvelle image que la France est en train d'envoyer sur le continent. Et cette nouvelle image va permettre aussi à la France de se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pays qui se ruent sur l'Afrique. Les États-Unis sont en pole position, la Chine et puis autres. Donc il faut se faire une nouvelle image pour aussi avoir... comment on appelle, le retour. Alors, avoir le retour, se faire une nouvelle image, la problématique même de Louise, du choix de Louise Mushikiwabo, pensez-vous que ce soit les raisons évoquées par Gédéon? Mais vous savez que la diplomatie, c'est d'abord une question d'intérêt. Et quand on parle des grandes puissances, notamment la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, il s'agit d'intérêts géostratégiques. Et donc, quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, on sait très bien qu'effectivement, il y a eu un moment où, à cause du génocide rwandais, même si au début des années 90, il y avait vraiment des accords de coopération très stratégiques entre le Rwanda et la France, conduite par l'ancien président feu Juvenal Habyarimana, avec l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, à cause de ce qui s'est passé, à cause du génocide rwandais, il y a eu brouille. Et donc Paul Kagame, pour montrer... François Mitterrand. Non, Valéry... oui, non, je parle des accords entre Valéry Giscard d'Estaing et Juvenal Habyarimana. Et donc, si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'entre-temps, le français a été décalé en 3e position, l'anglais est devenu langue officielle, les actes administratifs en anglais, et même quand Paul Kagame va rencontrer Emmanuel Macron, même quand il va à l'OIF, il parle anglais. D'ailleurs, pour présenter sa candidate, c'était même également en anglais. Mais il faut bien comprendre que depuis le temps de Nicolas Sarkozy, la France est en train de faire un effort pour renouer contact complètement avec le Rwanda, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, malgré que le Rwanda constitue un petit pays, dans la région des Grands Lacs, le Rwanda joue un rôle très important. Et donc, pour Paris également, il s'agit quand même de revenir sur le terrain, puisque depuis la présidence de Bill Clinton, Washington est vraiment en avant-pôle. Il est question aujourd'hui pour Paris de revenir, et pour revenir, la bonne part, c'est le Rwanda, qui en plus est président. Pensez-vous que ce soit une façon de s'excuser pour le génocide? Ah, mais de toutes les manières, les excuses ont commencé avec Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron également a commencé une certaine approche, et avec le choix de Louise Mushikiwabo, je pense que la France se repositionne pleinement. D'ailleurs, Louise Mushikiwabo, après son élection, a dit elle est venue avec l'anglais, elle repart avec le français. Ça voudra dire que le français va revenir progressivement, parce qu'elle doit pouvoir défendre les valeurs de la francophonie. Oui, j'ai dit. Moi, je ne vois pas les choses sous cet angle, parce que quand vous prenez par exemple le Canada, la première langue officielle du Canada, c'est l'anglais. Voilà. C'est l'anglais. Donc, quand on dit le Rwanda parle anglais, moi je dis non. Mais il n'y a pas un risque que la francophonie devienne anglaise? Parce que là, non, le Rwanda, c'est l'anglais. On parle de plurilinguisme. Le fait de parler français, c'est pas forcément... C'est un atout. Mais dire que le français doit primer sur les autres langues, le français n'a pas une ascendance sur les autres langues. Mais n'est-ce pas aussi parce que le président français a un penchant pour l'anglais? Non, mais ça, je ne suis pas allé dans un bar de café. Je ne sais pas si c'est parce qu'il parle anglais qu'il préfère que l'anglais. Non, pas du tout. Et le président français ne veut pas que le français aille en arrière. Il veut que ça aille en avant. Mais le fait qu'il y ait des pays qui parlent l'anglais, qui est comme première langue, la langue anglaise, ça n'empêche en rien que d'autres parlent aussi français. C'est une complémentarité. Je pense que celui qui parle anglais et qui parle français, c'est un polyglotte. Alors, qui peut... Alors, si vous me permettez, on va ouvrir une brèche rapidement sur les défis qui attendent Louise Mushikiwabo dans le contexte actuel. C'est vrai que Michael Jean a eu le temps d'avoir un bilan que beaucoup ont qualifié de positif sur de nombreux plans. Aujourd'hui, quels sont les défis qui attendent Louise Mushikiwabo? Pour moi, le premier défi, c'est de permettre au peuple francophone d'avoir plus d'espoir. Parce que la jeunesse, quand il parle de peuple,
parle de la jeunesse notamment. Jeunesse, oui. La jeunesse aujourd'hui est déboussolée. Elle n'a pas d'espoir surtout. Hein. Donc il faut qu'elle travaille à redonner de l'espoir à cette jeunesse francophone, de l'espace francophone, que cette jeunesse puisse trouver d'issue pour ces problèmes. Et si elle ne travaille pas dans ce sens et qu'elle travaille à faire des yeux doux au carcan diplomatique, ça ne donnera rien du tout. Rien du tout. Alors, vous êtes de cet avis, Rivera? Oui, avant de parler des défis, je voudrais quand même dire, parce que nous sommes au Bénin, que le Bénin quand même n'est pas sorti les mains vides de ce 17e sommet de la francophonie. Il y a eu pour une première fois la mise en place d'un réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique, et donc le Bénin prend la présidence tournante. C'est très important, et puis le siège du réseau sera à Cotonou. Ça, c'est très important d'en parler. Maintenant, par rapport aux défis, il s'agit de donner un contenu en fait aux idéaux de l'organisation. Il s'agit d'avoir un peu plus d'œil en ce qui concerne la défense des droits de l'homme, la défense des droits de la femme et également la défense de la démocratie, même si des gens vont dire qu'ils ont des doutes par rapport à la capacité de la Rwandaise de le faire. Vous savez très bien qu'il n'y a... on ne peut... L'histoire d'un peuple ne peut pas être comparé à un autre, et dans ce sens, je suis d'accord avec le Rwanda qui estime qu'il y a des démocraties et que chaque pays a sa manière d'évoluer, même s'il faut travailler à faire renforcer l'existant. Et donc, autre chose, évidemment, il n'y a pas de francophonie sans les peuples, et donc la jeunesse est un enjeu majeur aujourd'hui, parce que beaucoup de pays francophones, une fois encore en Afrique, sont amenés à aller à l'étranger. On parle de l'immigration et de toutes ses conséquences. Donc il faudra avoir des projets qui permettent aux acteurs de l'espace francophone de se retrouver et de donner vraiment un avenir plus radieux à la jeunesse, qui est quand même un acteur principal. Et il ne faut pas oublier que d'ici 2050, oui, on aura près de 700 millions de francophones en Afrique. Merci beaucoup à vous, Élisée Héribert Label Adjouvi. Vous êtes journaliste internationaliste, c'est bien ça. Oui. Face à vous, Gédéon Vegba, analyste politique et économique. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le décryptage prend fin ici. Place à présent au dossier de la semaine. Le gouvernement encourage l'exportation du maïs dont la production dépasse les besoins de la population. À travers un communiqué conjoint, les ministres de l'Agriculture et du Commerce ont invité les forces de sécurité, les agents de douane et tout autre corps de contrôle à faciliter la sortie du maïs au niveau des frontières. De quoi retourne cet excédent de la production et quel est son impact sur la production, sur le panier de la ménagère? On en parle après cet élément. Le Bénin fait face depuis quelques jours à une surproduction du maïs. Selon les chiffres révélés par le ministère de l'Agriculture, la production nationale est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000 tonnes au titre de la campagne céréalière en cours. Marché d'Antokpa. Contrairement à ce qui se dit, malgré cet excédent de production, le prix du maïs sur le marché intérieur est toujours élevé. Le maïs était moins cher. On prenait le sac à 15 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 22 000 francs. Le maïs de la nouvelle saison, notamment de Adja, était vendu à 150 francs la mesure. Actuellement, ça augmente de prix et c'est 175 francs et 200 francs. Il y a de cela 2 mois, on vendait le sac à 16 000 francs. On ne pensait plus que le prix allait augmenter. Subitement, c'est passé à 18 000 francs. Et il y a une grande mévente, si bien que le maïs pourrit dans nos boutiques. Mais comment comprendre alors cette hausse des prix dans un contexte où la production céréalière serait abondante? C'est vrai qu'il y a un surplus de production. Si ce n'était pas les Nigériens qui vont s'approvisionner directement chez les paysans, on n'assisterait pas à cette hausse des prix sur le marché intérieur. C'était 10 000 francs
voire 12 000 francs. Mais depuis que les Nigérians viennent acheter, le sac est passé à 18 000 francs. S'ils venaient acheter le maïs chez nos autres revendeurs, au lieu d'aller directement chez les paysans, on n'en serait pas là. Si la production abondante de ce produit vivrier reste à saluer, le véritable problème aujourd'hui réside dans la mise à disposition du produit auprès des revendeuses. Certaines s'étonnent même d'une surproduction. Il y a 2 ou 3 mois, le maïs inondait le marché. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il n'y a pas de maïs disponible. L'ancienne saison de maïs est déjà finie chez les producteurs. On attend la production qui viendra du nord dans quelques jours. Cette situation préoccupante laisse entrevoir l'importance de l'écoulement des produits vivriers, mais aussi la régulation du marché. Si le gouvernement veut apporter l'excédent, il devrait collaborer avec les grossistes pour acheter au plan local avant de vendre à l'extérieur. Car il faut se rappeler, il y a quelques années, quand le Bénin devait exporter, il avait fait appel aux grossistes grâce à l'ONASA qui servait d'intermédiaire entre les grossistes et l'État. On arrivait ainsi à gagner un peu d'argent. Malgré l'excédent de production du maïs annoncé, il se pose aujourd'hui la question de la gestion de la filière afin de permettre à tous les acteurs de la chaîne de ne pas subir la dure loi de l'offre et de la demande. Vous l'avez compris, on parle production excédentaire du maïs et de son impact sur l'air béninois. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Dr ingénieur Yessi Péji Tonilo. Elle est chargée de programme à la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors vous l'avez entendu avec nous dans cet élément, 1,6 million de tonnes de maïs produits. Est-ce un bon ou un mauvais chiffre? Pourquoi un mauvais chiffre? C'est un bon chiffre, c'est sorti de l'autorité et ces chiffres découlent des statistiques agricoles qui sont tenues par rapport aux superficies emblavées, par rapport au rendement et par rapport à la production totale obtenue. Donc c'est de très bons chiffres. Alors, mais c'est de très bons chiffres. Néanmoins, c'est un excédent. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que sur le marché, comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, le prix du maïs soit encore élevé alors qu'il y a cet excédent? Je voudrais d'entrée de jeu dire que ce n'est pas de cette campagne agricole seulement que le Bénin est sédentaire en matière de production de maïs. Il faut dire que de tout le temps, depuis des années, le Bénin, la production béninoise en termes de céréales est toujours excédentaire. Le Bénin a toujours été excédent pour toutes les céréales, excepté le riz. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas un élément auquel nous ne sommes pas habitués. Mais la production production à chaque fois est toujours excédentaire en matière de céréales et surtout du maïs. D'accord, mais le prix sur le marché, on ne ressent pas cet excédent-là auprès de la revendeuse. Son prix est toujours élevé. Oui, parce que il y a beaucoup, le mécanisme des prix, c'est pas aussi comme ça que ça se passe. Quand vous dites que les gens ont produit et que sur le marché, le prix est quand même encore élevé, il va falloir que ceux qui ont produit et qui ont récolté, que des gens aillent vers eux. Et pour aller vers eux, on a besoin d'avoir des pistes en bon état, des pistes qui ne souffrent pas des affres des inondations, des affres de dégradation qu'on connaît et qui puissent permettre une certaine libre circulation, une certaine circulation facile pour que ces produits, le maïs produit, puisse être évacué. Dès que nous avons des problèmes au niveau de ces pistes qui desservent nos zones, de production,
vous comprenez que le coût de transport va être un coût très élevé et les commerçants qui supportent ce coût de transport sont obligés de faire rejaillir sur le coût de revient auquel ils vont céder leurs produits pour avoir un petit bénéfice. Et vous avez, tout le monde sait la façon dont cette année nous avons connu de l'inondation dans beaucoup de nos zones où des pistes ont été coupées, des zones ont été coupées. Notamment et donc, avec l'affaissement du pont de Malanville. De Malanville, et bien dans d'autres régions du Nord, il y a à peine 2 semaines où j'étais encore dans le nord du Bénin, à Parakou précisément, où les gens nous confiaient, même les autorités communales nous confiaient que c'est difficile pour eux de faire rentrer, de rentrer dans leur commune avec leurs propres moyens, avec leurs propres véhicules de déplacement, et qu'il faut qu'avec l'inondation, avec l'état des pistes, qu'on gare à Parakou et qu'on cherche d'autres moyens. Par exemple, les émigrants pour rallier. Et ça, vous comprenez que dans une situation comme celle-là, le petit noyau qui puisse se donner de l'audace, de la veine pour aller chercher ses produits auprès des paysans, puisse faire rejaillir le coût du transport qu'ils ont subi sur le produit. Alors, le problème que vous posez là est assez sérieux, piste rurale, ce qui veut dire que à un moment donné, il faudrait que le gouvernement prenne en charge ce problème. Mais dans le document tout à l'heure, on a entendu une dame qui quand même accusait les Nigérians d'envahir le marché et donc d'aller directement s'approvisionner auprès des paysans. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette augmentation incompréhensible. Oui, j'ai noté ça dans l'élément et je voulais revenir sur 2 éléments sur 2 aspects par rapport à cet élément. Déjà, que les Nigériens arrivent sur le marché béninois pour prendre le maïs du Bénin, ce n'est pas non plus un fait nouveau. Le maïs du Bénin sort par les frontières béninoises pour aller vers beaucoup de pays. Le Nigeria, ça va même jusqu'au Gabon. Ce n'est pas un fait nouveau. Mais en fait, c'est dans le mécanisme même de la demande et de l'offre. Hein, si ces Nigériens-là arrivent et que c'est auprès, tel que la dame le disait, auprès des revendeuses qu'ils vont s'approvisionner et aller vendre sur leur marché, ça pose problème parce que les revendeuses auraient répercuté sur la marchandise tout le coût de transport, toutes les tracasseries, tout ceci. Et du coup, les Nigériens aussi ne se retrouveraient pas en position correcte pour accéder aux produits et pouvoir le mettre sur leur marché. Ça, c'est déjà un premier aspect. Mais le deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir par rapport à cet élément, c'est aussi l'organisation de la filière tout entière, mais plus précisément aussi l'organisation de ces commerçants. Ce à quoi nous assistons sur nos marchés, c'est qu'il y a une poignée de grossistes qui se mettent dans une certaine position que je pourrais qualifier entre guillemets de monopole, et c'est eux, c'est ces commerçants-là qui vont prendre les produits, qui fixent le prix auquel ils vont livrer et ces produits-là, et qui créent de la surenchère, de la spéculation sur le marché. Alors, nous allons revenir sur la gestion de la filière, notamment peut-être l'obligation pour l'État de fixer des prix comme cela se fait pour la noix, de cajou et consorts. Mais avant, le gouvernement a incité les paysans à produire massivement. Alors, il se pose un problème. Est-ce qu'avant d'inciter les paysans à produire massivement, il ne faudrait pas en amont veiller à mettre en place le mécanisme pour l'écoulement de ces produits? Je crois que déjà, il faut quand même relever quelque chose qui est que, au-delà de toute chose, nos producteurs, nos braves producteurs qui s'échinent à produire et à produire davantage d'année en année, ne vendent pas déjà leur production à un prix qui est rémunérateur pour eux-mêmes. Hein. Et ça, il faut le dire, parce que quand on fait le compte d'exploitation de la production de maïs et qu'on voit le prix auquel les producteurs cèdent leur maïs par rapport au
auxquels les commerçants le livrent sur le marché, ce ne sont pas les producteurs qui engrangent de grands bénéfices. Mais qui donc? Ce ne sont pas les producteurs qui engrangent de grands bénéfices, ce ne sont pas les producteurs qui sont les plus gagnants dans toute cette transaction. Et donc, il ne faut vraiment pas qu'on se mette dans une disposition d'accuser les paysans de vendre très cher. Non, ils ne le vendent pas très cher. Ils sont dans des relations d'affaires qui les amènent dans un premier temps même à presque brader, à presque vendre à perte leur production. Et des grands grossistes ou des grands commerçants stockent ça, font de la spéculation ou reversent sur le marché. Donc, véritablement, il faut que ça soit clair que ce n'est pas les paysans qui sont à la base de ces spéculations. Maintenant, revenons à votre question par rapport, le gouvernement doit prendre toutes les dispositions avant de demander aux paysans de produire massivement. Oui, mais c'est pas non plus du jour au lendemain que tout ça doit se mettre en place et tout ça va être mais avant de clair. Lancer une campagne, on sait à l'avance qu'on doit lancer la campagne céréalière, à quelle période il faut lancer. Je suis d'accord. Je vous donne tout de suite un exemple qui date de quelques, je crois, 2 ou 3 ans. On a lancé une campagne, on s'attendait à avoir de grosses productions. On a eu l'invasion des chenilles. Tout à fait, oui. Et qui, bon, ça voudra dire que quoi? Au-delà de toute chose, nous sommes dans un espace. Nous sommes dans un espace où il y a la libre circulation des personnes et des biens, et des tests et des lois qui régissent ça, auxquels nous avons adhéré. Ce que nous pouvions faire chez nous, nous allons le faire, mais nous n'allons pas non plus nous mettre dans un protectionnisme économique à outrance. Parce que nous sommes dans un monde globalisant, nous avons signé certains accords qui nous obligent. Et donc, je voudrais dire en fait que produit, d'accord, on est tous d'accord que nous sommes dans une dynamique de pouvoir vendre avant de produire. C'est là où vous en venez en posant la question de savoir si le gouvernement ne devrait pas prendre toutes les... Mais quelles que soient les dispositions que le gouvernement va prendre, les relations d'affaires, ce ne sera pas le gouvernement qui va établir ces relations d'affaires entre les commerçants béninois et les commerçants qui viennent de nos pays limitrophes, normalement, et non plus entre les producteurs. Normalement, c'est du rôle du gouvernement, pas l'entremise du ministère. On ne peut pas livrer les paysans sur le marché extérieur, un marché qui ne maîtrise pas. C'est une question d'organisation de la filière. C'est normalement la filière, si elle devait être bien organisée jusqu'à ce qu'on en arrive à avoir l'interprofession du maïs. Vous évoquez tout à l'heure le cas de l'ANACAD, parce qu'il y a une interprofession, le cas et autres. Mais si on en arrive à avoir de l'interprofession, ça voudra dire les producteurs ont eu une bonne organisation où ils ont de la capacité de pouvoir vendre de façon groupée une grande majorité de leur production, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, c'est une petite quantité qui se vend en termes de vente groupée. Les commerçants se sont organisés et comme ça, ça va limiter en fait les intermédiaires. Parce que l'autre chose aussi, c'est la présence et le nombre important d'intermédiaires qui se trouvent entre le producteur et la revendeuse ou le revendeur final sur nos marchés terminaux. C'est leur nombre et leur importance qui fait que on assiste à de la surenchère, on assiste à de la spéculation. Mais dans un contexte où la filière n'a pas une interprofession, le paysan se retrouve tout seul à vouloir exporter son produit, alors qu'il ne sait pas. La filière n'a pas encore une interprofession à l'allure de celle de l'ANACAD et autres, mais ça se met en place. Et on est allé tout à l'heure, enfin, il y a quelques jours encore, on est allé à la validation du plan national de développement de la filière du maïs, parce qu'on est parti
prendre le développement filière par filière, et les éléments qu'il faut, tout ce qu'il faut mettre en place, des objectifs, les résultats auxquels on doit pouvoir aboutir pour que tout coule de source ont été tracés dans ce document auquel tous les acteurs impliqués ont pris part. Il reste à s'attendre à ce que chacun puisse jouer sa partition pour que ces objectifs en termes d'organisation de la filière, pour que des liens d'affaires plus équitables se mettent en place entre les différents acteurs de la filière puissent exister, que les acteurs soient mieux structurés. Il reste à ce que tout cet arsenal-là, nos ATDA, nos agences de développement, nos agents territoriaux territoriales de développement agricole et nos directions départementales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche s'y mettent avec le soutien du gouvernement pour que tout ça se mette en place. Alors donc nous parlons là de la gestion de la filière même. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement peut fixer le prix de vente du maïs comme cela se fait dans d'autres filières? Ça va être, de mon point de vue, un peu trop tiré par les cheveux parce que vous voyez que toute cette organisation-là n'est pas encore telle qu'on l'a au niveau du coton, où c'est assez facile, c'est le gouvernement qui achète et tout ça et qui met tout. Toute cette organisation n'est pas encore de mise au niveau de la filière du maïs. Et donc, vouloir fixer des prix et vouloir contraindre les gens à vendre à un prix, ça pose problème parce que justement... Mais quand le paysan vend presque à crédit, comme vous venez de le dire, s'il n'y a pas un prix, le paysan va toujours sera toujours par exemple, quand la dame a dit tout à l'heure que le kilo de maïs est autour de 175 pour le maïs de saison et puis de 200, mais je vous dis, avec tous les calculs, le maïs produit, le maïs local, ça veut dire pas semence améliorée et autres, revient à autour de 185-190 francs en termes de compte d'exploitation pour le paysan. Et donc ça voudra dire s'il doit gagner, c'est déjà lui qui va vendre son kilo autour de 200 francs avant que ça n'arrive sur le marché. C'est vrai que pour le maïs amélioré, c'est un peu moins. Lui, il est autour de 190 francs. Mais cette production, cette grosse production qu'on a eue cette année, c'est beaucoup plus une augmentation de la production du maïs local plutôt que du maïs amélioré. Merci beaucoup à vous. Madame Yessi Péji Toindo, vous êtes docteur ingénieur chargé de programme à la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin. Merci à vous pour ces éclairages qui viennent quand même poser la problématique de la gestion de la filière maïs au Bénin et par ricochet celle d'autres filières que nous avons. De l'organisation des acteurs. Merci beaucoup. WIC, ECHO, Stop et fin. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du dimanche prochain. C'est à 11 h sur BB24, la chaîne du développement.